Alors vous avez raison de souligner qu'on se trouve à un moment crucial où d'un côté les dirigeants européens souhaitent faire une sorte de fuite en avant pour accélérer l'intégration européenne et où d'autre part le résultat de leur politique est désastreux pour les peuples et où nombre de ceux-ci sont en train de montrer non seulement leur colère mais même leur révolte. Et vous avez raison de souligner que la journée du 14 novembre a été assez significative de ce point de vue-là, puisque tant en Espagne qu'au Portugal, qu'en Grèce bien sûr, ou même en Italie, des manifestations importantes ont eu lieu. Je crois qu'il faut d'emblée souligner qu'on est dans une crise de l'euro, que les dirigeants européens entendent faire payer au peuple, aux différents peuples de l'Union européenne, et leur faire payer en essayant d'effacer, de détruire les conquêtes sociales parfois qui datent de plusieurs décennies, voire plus, et en faisant un rouleau compresseur sur le niveau de vie de ces peuples, avec des conséquences dramatiques. Je voudrais souligner ici, par exemple, que de tels reculs sociaux sont probablement inédits dans l'histoire, en dehors des temps de guerre, mais en temps de paix, il y a probablement peu d'exemples où de tels reculs sociaux ont été imposés. Évidemment, chacun pense à la Grèce, où des chiffres terribles ont été donnés, entre les reculs des revenus moyens varient entre 25 et 50% en quelques années. C'est des choses qu'on peine à imaginer. On a vu aussi qu'en Espagne, la colère est considérable, ne s'exprime pas seulement au moment de grandes manifestations, mais quasiment quotidiennement sur des protestations, des manifestations de quartier, des rassemblements devant les banques. Il y a une colère considérable, mais qui n'est pas encore, j'allais dire, à la hauteur des attaques qui sont perpétrées. Ce qu'il faut bien comprendre, me semble-t-il, en tout cas c'est l'analyse de notre journal, c'est que tous ces événements, alors ont pour essence les politiques qui sont impulsées au niveau européen, sans du tout disculper les différents gouvernements nationaux qui ont bien sûr leurs responsabilités et qui collectivement se servent de l'Union européenne précisément pour maintenir et augmenter la pression. Dans le cadre de cette crise de l'euro, alors l'euro n'est pas le seul responsable, toutes les politiques qui sont menées le sont bien sûr, mais étaient un profond facteur d'aggravation et d'accélération de cette crise depuis 3 ans notamment. Et donc on est dans une phase où l'euro n'est maintenu, cette monnaie unique, qui fait tant de mal, n'est maintenu que de manière tout à fait artificielle, avec cette volonté politique de le mettre sous perfusion, en quelque sorte, et ça, aux dépens eh bien, des conquêtes sociales, aux dépens du niveau de vie des peuples. Et c'est ça qui est tout à fait dramatique. Je vous rappelle que l'euro nous avait été, entre guillemets, vendu avec l'argument selon lequel l'euro va nous protéger. L'euro nous protège, hein. C'était le grand projet dont tous les Européens allaient être fiers et grâce auquel notre niveau de vie allait progresser et grâce auquel nous allions être à l'abri, en quelque sorte, des méfaits de la mondialisation. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait prétendu depuis des années et des années. En réalité, aujourd'hui, c'est plus l'euro nous protège, c'est imposons les restrictions sociales les plus drastiques pour tenter de sauver l'euro. Donc on a une sorte de retournement. Donc la monnaie unique en soi, en tout cas, nous avait jamais été présentée comme un objectif, et elle est aujourd'hui une des sources majeures. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que d'abord, ça a été toute la logique qui vise en quelque sorte à déréglementer, à libérer la circulation des capitaux et profondément à supprimer les barrières économiques et sociales, les frontières, etc. Et ce qui a permis une extension accélérée de la crise qui a eu son origine ponctuelle aux États-Unis, mais qui évidemment a ravagé l'Union européenne. Ensuite, la monnaie unique a cette caractéristique que elle fait rentrer tout le monde économiquement dans le même moule, alors que chacune des économies sont différentes, les niveaux de développement, les points forts, les points faibles, les différents pays n'ont pas les mêmes intérêts en termes d'état économique des choses, or elle impose les mêmes recettes et les mêmes mauvaises recettes, en l'occurrence, pour tout le monde. Donc forcément, à un moment donné, ça coince. Et puis fondamentalement, et c'est ça la véritable raison pour laquelle il faut s'opposer et souhaiter que cette monnaie unique disparaisse, et en tout cas qu'on en sorte le plus tôt possible, même si c'est un projet politique dont nos adversaires à Bruxelles ne sont pas prêts d'accepter, d'abandonner, bien sûr, mais fondamentalement, cette monnaie unique a pour objectif de dessaisir les peuples
des leviers nationaux qui sont les leurs ou qui étaient les leurs permettant de déterminer les politiques économiques. C'est-à-dire qu'un peuple qui choisit une politique, ou plus exactement qui choisit une majorité en fonction des promesses de responsables ou de partis, aujourd'hui n'a plus cette possibilité puisque qui n'a plus de monnaie en propre a quand même, chacun le comprend, quelques difficultés pour prendre des grandes décisions économiques. Donc c'est le fait de soustraire en quelque sorte l'instrument monétaire qui est déterminant pour mener une politique économique, c'est le soustraire au peuple qui est évidemment la source de nombre de problèmes. Oui. Philippe Jumel, que nous avons interviewé récemment, qui est l'auteur du livre Crise d'une crise à l'autre, parle de l'euro comme d'une monnaie étrangère. Oui, ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'effectivement, d'abord, personne n'a demandé l'avis au peuple pour imposer l'euro, de la même manière que le principe même de l'intégration européenne n'a jamais été avalisé par quelque peuple que ce soit. À l'origine, le traité de Rome, en 58, donc ceux qui l'ont imposé, se sont bien gardés évidemment de le soumettre à quelque référendum que ce soit, et d'ailleurs certains dirigeants ne confie en privé que si d'aventure il avait fallu le faire, l'Union européenne n'aurait jamais existé, puisqu'on n'aurait jamais obtenu le consentement des peuples pour ce faire, très probablement. Mais c'est une monnaie artificielle, c'est un projet politique. J'insiste bien sur cette notion, c'est un projet politique, c'est bien entendu, c'est d'abord une notion et un outil économique, mais fondamentalement elle vise à imposer des décisions déterminantes pour l'avenir de chaque peuple, contre leur volonté. Donc c'est ce dessaisissement en quelque sorte d'un des outils majeurs qui en fait, oui, une sorte de monnaie, alors je ne dirais pas étrangère, mais tout à fait artificielle, en tout cas tout à fait inquiétante pour l'avenir et pour le social et pour l'avenir de chacun des peuples. Alors, vous avez raison de souligner qu'il y a bien cette perspective fédérale qui est maintenant explicitement envisagée par les dirigeants européens. En même temps, il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. C'est-à-dire que la volonté des dirigeants européens ressemble aujourd'hui à une sorte de fuite en avant. Qui devrait se heurter, qui va probablement se heurter à des résistances populaires considérables. Et il y a une sorte d'autisme, en quelque sorte, à constater que d'un côté, il y a des dirigeants européens, que ce soit les dirigeants nationaux ou Bruxelles, qui jouent un peu le rôle de chef d'orchestre, et en tout cas, plus particulièrement au sein de la zone euro, qui disent, bah, au fond, ça n'a pas marché comme nous le pensions, donc il faut encore aller plus loin. Hein, ce raisonnement extraordinaire qui consiste à dire, ça ne marche pas, donc il faut continuer de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et d'un autre côté, ce rejet, je crois qu'on peut le dire comme ça, ce rejet massif des orientations européennes et de l'intégration proprement dite par les peuples, et pas seulement, bien entendu, d'abord par ceux qui sont les victimes les plus brutalement touchées, que ce soit en Grèce, au Portugal, en Espagne, mais plus fondamentalement dans tous les pays de l'Union européenne, y compris en Allemagne. Tout montre que cette Europe qui devait être la grande aventure promettant l'horizon radieux fait l'objet depuis... Alors, n'a jamais fait l'objet d'un grand enthousiasme, et aujourd'hui fait l'objet d'un rejet croissant. Donc il y a cette dichotomie, enfin ce contraste entre des dirigeants européens qui constatent qu'ils tentent de sauver leur projet politique de la monnaie unique en accumulant des mesures d'austérité de plus en plus lourdes, de plus en plus brutales, au nom du fait qu'il faut réduire les dettes, redresser les économies. Et ce que chacun peut constater, y compris des économistes qui n'étaient pas jusqu'à présent connus pour être des adversaires majeurs de l'Union européenne, c'est que non seulement ces recettes ne fonctionnent pas, mais qu'elles ne fonctionnent pas, en tout cas, n'atteignent pas les objectifs qui sont officiellement proclamés, et qu'elles aggravent la situation. Le cas de la Grèce est caricatural. Plus on applique de l'austérité, et plus la dette publique, qui est le critère qu'ils affichaient vouloir réduire, hein, je vous rappelle qu'en 2008, Nicolas Sarkozy avait dit, Nicolas Sarkozy qui était à l'époque président du Conseil européen pour 6 mois, a dit on ne peut pas, c'est inimaginable que la Grèce aille vers une dette de 120% de son PIB. Aujourd'hui, on se dirige vers 190%, et ce, malgré une restructuration de la dette. C'est-à-dire que plus on verse de l'argent aux frais des contribuables des différents pays, et moins le problème est résolu, et plus il s'aggrave. Alors c'est quand même un paradoxe en apparence, hein, mais donc on a cette réaction des dirigeants européens qui disent, puisque ça ne fonctionne pas, il faut dans ce cas-là
faire en sorte d'enlever les derniers leviers nationaux qui permettent encore au peuple de... Alors évidemment, ils ne le formulent pas exactement comme ça, ils disent on ne peut pas avancer vers plus d'Europe, on ne peut pas résoudre les problèmes si chaque pays continue à faire ce qu'il veut, hein, c'est leur langage. Les égoïsmes nationaux. Ça fait, voilà, ça fait partie des langages, des égoïsmes nationaux, chacun ne pense qu'à soi, etc. Et le résultat des courses, c'est que, en quelque sorte, les dirigeants européens pensent possible, plutôt qu'ils ne le croyaient, d'imposer des objectifs de noyau dur fédéral tels qu'ils étaient imaginés il y a 50 ou 60 ans, mais qu'ils n'osaient pas afficher. Et l'accélération de la crise fait qu'aujourd'hui, malgré les résistances croissantes, ils se disent au fond, on tente le tout pour le tout, si je simplifie, c'est-à-dire on tente cette fuite en avant, et puis ça passe ou ça casse. Et donc ça, c'est évidemment aux dépens des peuples, non seulement, j'y insiste, non seulement de leur niveau de vie, mais de leur liberté. Et c'est ça qui est, au fond, les attaques contre les conquêtes sociales sont très graves et considérables. Mais si chaque peuple conserve la souveraineté, c'est-à-dire la liberté de désigner, d'élire des dirigeants qui peuvent inverser le processus, on peut garder l'espoir. Mais là, c'est même ce point, c'est-à-dire ce qu'on appelle en jargon communautaire l'acquis communautaire. Donc, autrement dit, ce qui est décidé est décidé. Et on ne peut plus revenir dessus, sauf à réunir une majorité de dirigeants européens, mais c'est évidemment tout à fait improbable. Et donc, on est dans cette situation extraordinaire où ils disent, puisque ça ne marche pas, on va enlever les derniers leviers. On va enlever, et donc c'est cette notion de noyau dur fédéral. L'image est tout à fait, elle est désormais avouée, c'est-à-dire qu'il faut en gros que chaque pays qui ne satisferait pas aux fameux critères de réduction des dettes, de réduction en réalité des dépenses publiques, mais aussi en termes de ce qu'ils appellent les réformes structurelles, c'est-à-dire faciliter les licenciements, transférer la protection sociale, le financement de la protection sociale hors du financement des entreprises. Bref, ces grands projets de recul de société, tous les pays qui n'iraient pas assez vite ou pas assez loin, la future direction fédérale de l'Europe, en tout cas c'est ce dont ils rêvent, aurait la possibilité d'intervenir directement, de prendre la main, de prendre les manettes dans les pays qui ne suivent pas le droit chemin pour mener la politique à leur place, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque la Grèce ou le Portugal sont en double commande, c'est-à-dire c'est la Troïka, hein, la Banque Centrale Européenne, la Commission et le FMI, qui ont en réalité les manettes de décision. Et donc c'est ça, c'est l'idée du traité que Madame Merkel, la chancelière allemande, a annoncé qu'elle voulait proposer en décembre prochain, hein, lors du sommet qui se tiendra mi-décembre. Alors naturellement, je le répète, hein, je le dis... entre ce qu'ils veulent imposer et ce qu'ils arriveront à imposer, il y a évidemment toute la marge des résistances. Et on a vu à quel point leur projet se heurte parfois au mur des résistances, comme ça a été le cas en France, mais aussi aux Pays-Bas en 2005, lorsque majoritairement le non l'a emporté contre le projet de constitution européenne. Mais les résistances se rencontrent s'il y a un référendum, mais si ils utilisent par exemple la voie parlementaire. Les socialistes possèdent la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat. C'est vrai. Ça risque quand même d'être corsé, étant donné qu'on a vu que François Hollande était vendu à Bruxelles. Alors, il est vrai que vous avez raison, vous pointez l'aspect institutionnel. Et vous pourriez ajouter d'ailleurs que si le Parti socialiste a aujourd'hui des positions de force au sein des institutions, il les a d'autant plus que sur le fond, l'UMP partage évidemment les mêmes options et donc il y a évidemment une très large majorité parlementaire pour communier dans l'état d'esprit il nous faut plus d'Europe. C'est le slogan qui revient depuis des décennies et qui fait florès aujourd'hui. Donc et d'ailleurs on a vu ce hiatus entre des parlementaires qui à 90% avaient approuvé le projet de traité constitutionnel européen et des Français qui en majorité, des citoyens qui en majorité l'ont rejeté. Et donc évidemment, fondamentalement, cette situation n'a pas changé, si ce n'est que le rejet populaire est probablement beaucoup plus important. Simplement, si on essaye d'avoir une vue un petit peu plus politique, c'est moins directement institutionnel mais plus politique, on raisonne en termes de rapport de force. Et moi je suis confiant sur le fait que un projet qui prendrait aussi brutalement le contre-pied de la volonté populaire ne passerait pas
passerait pas la rampe, en tout cas ne passerait pas comme une lettre à la poste, loin de là. Je rappelle quand même que quelques mois avant le référendum de 2005, on était, je crois, en septembre 2004, Le Monde triomphait en titrant sur toute la largeur de sa une, en s'appuyant sur un sondage qu'il avait fait réaliser, 70% des Français pour une constitution européenne. Alors, outre tout ce qu'on peut penser des sondages, il s'est passé des mois jusqu'au référendum, et notamment un immense débat dans le pays. Et je pense qu'aucun dirigeant politique ne peut échapper au rapport de force créé par le mécontentement. Vous avez raison de mettre le doigt sur cet aspect, parce que si ce qui est le plus visible dans les politiques impulsées et mises en musique par les institutions européennes sont sur le plan économique et social, c'est ce qui est évidemment vécu par des millions et des millions de gens dans leur vie quotidienne, dans l'avenir de leurs enfants, etc. Ce n'est pas le seul aspect qui caractérise cette intégration européenne, ce que d'aucuns appellent la construction européenne, puisqu'il y a deux autres aspects essentiels et qui sont présents d'ailleurs dès le début, dès le lancement de ce qui s'appelait alors la CE, la Communauté économique européenne, mais qui n'était pas forcément dit et qui se déroulait dans un autre contexte géopolitique. Il y a deux autres aspects. Le deuxième aspect, outre l'aspect économique et social, c'est bien, comme vous le soulignez, ces ambitions impériales. Alors, il faut préciser un peu ce terme, parce qu'aujourd'hui, il y a des ambitions, et beaucoup de dirigeants européens n'arrêtent pas de pleurer sur le fait que, hélas, ils n'ont pas encore les moyens de ces ambitions, c'est-à-dire Alors, des choses se mettent en place de manière très peu connue, ce qu'ils appellent les battle groups en anglais, évidemment, puisque l'anglais passe de devenir la langue unique des institutions européennes, autrement dit des groupements tactiques, une sorte d'embryon d'armée européenne, qui ne vise d'ailleurs nullement une question de défense, qui vise à être projeté aux quatre coins du globe. Il y a d'ores et déjà des missions, entre guillemets, civilo-militaires qui sont en place, qui se mettent en place. Je crois qu'il y en a 17 aujourd'hui qui sont actives ou en cours de l'être. Peut-être peut-on citer un exemple prochain qui est à cet égard tout à fait inquiétant, puisque l'Union européenne prévoit de projeter plusieurs centaines, entre guillemets, de formateurs pour aller encadrer une future intervention au Mali. Alors, je ne reviens pas, évidemment, c'est une question complexe, mais en tout état de cause, on ne voit pas qui a conféré à l'Union européenne une légitimité pour aller mettre de l'ordre au Mali. Alors, bien entendu, on nous explique, alors, selon les cas, les droits de l'homme, la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix, enfin bref, tous ces arguments qui ont été toujours ceux des empires pour justifier leurs interventions. Et donc vous avez raison de souligner que M. Barroso et d'autres encore se lâchent parfois et indiquent que oui, ils ont l'idée que l'Union européenne est une sorte de nouvel empire. M. Strauss-Kahn, à l'époque où il avait encore quelques ambitions politiques, avait par exemple indiqué, c'était en 2004 je crois, que naturellement l'empire européen, tout le monde le veut, disait-il quelques jours avant les élections européennes de 2004. Et pour lui c'était de la Méditerranée, des sables du Sahara aux glaces de l'Arctique. Ça rappelle d'autres formules. Alors on peut se dire tout ça est un peu du délire de quelques responsables politiques, mais en réalité il commence à mettre au point un certain nombre d'outils d'intervention. Je citais celle-là, mais évidemment on peut en citer d'autres. Il y a une force aussi qui est présente en tant qu'Union européenne en Afghanistan, et qui évidemment qui contrastent, qui font sourire quand on voit que l'Union européenne s'est quasiment auto-décernée, enfin via le jury Nobel, le prix Nobel de la paix. Il y a cette ambition, et d'ailleurs ils affichent l'idée, nous souhaitons, disent les dirigeants européens, dit-on à Bruxelles, assumer nos responsabilités dans le monde, assumer nos responsabilités planétaires. Mais qui... C'est un discours très américain, ça. C'est un discours américain, alors avec dans l'esprit tout à fait, avec cette différence que les Américains ont jusqu'à présent les moyens de leurs ambitions, une force militaire considérable. Les dirigeants européens pleurent actuellement de ne pas l'avoir encore, mais espèrent le terrain pour la mettre en place. Alors, il y a à la fois des rivalités entre les deux rives de l'Atlantique, parce que des empires sont nécessairement rivaux, simplement ils ne sont pas exactement au même niveau aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas oublier qu'historiquement, l'Union européenne a été promue, lancée par les dirigeants américains.
Et donc oui, on a une sorte d'autoproclamation de responsabilité en disant on est une grande puissance dans le monde, on veut l'être et on veut s'ingérer et s'immiscer dans tout. Mais évidemment, personne n'a jamais indiqué qui a accordé la moindre légitimité à l'Union européenne pour s'ingérer, pour aller mettre de l'ordre, entre guillemets, aux quatre coins de la planète. En réalité, chacun peut le comprendre. Derrière, il y a des enjeux géopolitiques, d'accès à l'énergie, d'accès aux matières premières, et tout simplement de partage du vaste gâteau mondial en termes de marché. Alors, si vous le permettez, donc ce deuxième pilier qui est très peu connu finalement, hein, je citais tout à l'heure toutes les interventions en cours, on pourrait citer aussi celles, par exemple, en cours au Kosovo. Et alors là, les dirigeants européens tiennent un langage extraordinaire. Ils disent, là, on est d'autant plus légitime pour intervenir, enfin pour, entre guillemets, aider le gouvernement autoproclamé indépendant au Kosovo à maintenir son autorité, en quelque sorte, qu'il s'agit au fond de notre continent européen. Comme disait l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt il y a quelques années, c'est notre arrière-cour. Le terme avait été prononcé, les Balkans étaient notre arrière-cour. On voit tout le mépris et toute l'arrogance qu'il y a, évidemment, sachant qu'il y en a qui sont dans la cour, d'autres dans la maison, d'autres dans l'arrière-cour. Mais c'est cette idée qu'au fond, puisqu'il s'agit de l'Europe, on a une sorte de droit naturel, en quelque sorte, de la même manière que les pays membres de l'Union européenne doivent marcher ou pas, les pays qui ne sont pas membres et qu'on veut évidemment avoir sous sa coupe, doivent obéir, doivent être, alors évidemment, être entre guillemets protégés par ces forces. Donc il y a vraiment cette ambition impériale qui mériterait de longs développements, mais en tout cas qui mérite surtout qu'on y prête attention par les dangers que ça risque de développer. On sait bien que la coexistence d'empires mène à des affrontements, et on sait bien que les peuples, historiquement, forment toujours la chair à canon. Et puis il y a le troisième aspect, alors que vous évoquiez aussi, et qu'on évoquait dans la première partie, mais au-delà de l'aspect économique et social, cette volonté de dessaisir les peuples de leur souveraineté, c'est-à-dire au fond d'effacer la démocratie. Il était jusqu'à présent admis, notamment depuis les Lumières, la Révolution française avait de ce point de vue-là, la première fait le lien entre le peuple et la nation, hein, affirmer cette souveraineté. À l'époque, la victoire de Valmy, la bataille de Valmy le 20 septembre 1792, le grand poète Goethe, un poète allemand, avait dit de ce lieu et de cette date une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Ah oui, effectivement, l'irruption d'un peuple en tant que peuple dans l'arène politique, en tout cas dans l'histoire moderne. Au fond, c'est là-dessus qu'ils veulent. Quel est le fond du fond de l'esprit de l'intégration européenne? C'est de dire, au fond, les peuples sont un facteur d'instabilité. Et donc, laissons donc les élites qui savent décider à leur place. D'où tous les termes, faisons de la pédagogie quand il s'agit d'essayer malgré tout de se concilier des peuples, mais plus brutalement, eh bien, au fond, les peuples sont des gêneurs. Hein. Il faut donc supprimer les peuples, en quelque sorte, les peuples au sens des formations politiques, évidemment pas au sens inverse, qui est ethno-religieux ou que sais-je. Je parle là de peuples politiques, du peuple français, du peuple allemand, du peuple anglais, qui ne sont pas une race, qui ne sont pas une ethnie, qui sont des formations historico-politiques, et qui ont cette caractéristique d'avoir cette culture politique commune permettant que collectivement on décide de notre avenir. C'est ça que les dirigeants européens tentent. Dirigeants européens, c'est tout le sens d'ailleurs de ce qui a été la trilatérale, de ce qui est cette mondialisation dont on nous parle, une sorte de gouvernement du monde où seules les élites ont voix au chapitre et où les peuples sont soit effacés, soit réduits en leur contraire, c'est-à-dire des tribus et qui n'ont pas prise sur les décisions. C'est ce danger majeur, je crois, qu'il faut souligner, qui est précisément tout l'enjeu, me semble-t-il, j'allais dire des prochaines années, peut-être même des prochaines décennies. Alors évidemment, la caricature de ça, chacun s'en souvient, hein, on en parlait il y a un instant, c'est les référendums de 2005, et on se rappelle à quel point les gouvernements se sont assis dessus en trouvant un moyen de contournement, en quelque sorte. La caricature de ça étant même en 2008, puis 2009... 2008, les Irlandais à qui on pose la question sur le fameux traité dit de Lisbonne, ils répondent non, et les urnes étaient à peine refermées que les dirigeants européens, c'était à l'époque, pas tout seul, mais enfin, notamment Nicolas Sarkozy, mais il va falloir revoter, cette réponse n'est pas la bonne.
Et donc, enfin, ça serait presque drôle si ce n'était pas des choses aussi graves, bien sûr. Et donc, c'est au fond la caricature de la démocratie telle que la conçoivent les institutions européennes. Les peuples ne sont pas fondés à avoir d'autres avis que les décisions qu'on a déjà prises à leur place. Et ça, quel que soit, j'allais dire, évidemment, il y a une grande diversité en France et dans d'autres pays d'opinion politique, d'engagement, etc. Mais quiconque est attaché à la démocratie, à la politique, au fond, au vrai sens du terme, ne peut qu'être scandalisé, ne devrait pouvoir que s'engager contre cette intégration européenne. J'insiste pour conclure sur ce point, c'est-à-dire que c'est pas seulement les politiques qui sont menées et impulsées par les dirigeants européens, par Bruxelles, etc., qui sont mauvaises, elles le sont, bien entendu, mais ça, j'allais dire, les Sarkozy, Hollande, Merkel et consorts, j'allais dire, seraient presque assez grands pour mener des politiques réactionnaires tout seuls, des politiques ultralibérales, etc. Ce qui est en cause dans l'Union européenne, c'est pas seulement le contenu de ces politiques, c'est le fait que dans son essence même, elle n'est conçue, elle ne peut fonctionner que dans ce sens. Et c'est un peu comme quand on entend parler, il faudrait réorienter l'Union européenne, il faudrait une autre Europe, il faudrait l'Europe sociale. C'est un peu comme si on s'imaginait qu'il suffisait de transformer la mafia de l'intérieur pour la transformer en Croix-Rouge, par exemple, ou en organisme de secours aux pauvres. C'est pas son objet, elle n'est pas conçue comme ça. On ne transforme pas une prison en école simplement parce qu'on l'a en réorientant ou en changeant l'ordre des pièces. Et donc c'est ça, à mon avis, qui devrait être l'objet d'un grand débat en France. Ça vaut évidemment pour tous les pays de l'Union européenne, nos voisins, le peuple français a évidemment toute raison de coopérer avec les autres peuples, alors ses voisins évidemment, mais aussi à d'autres endroits de la planète. Il n'y a pas de raison de spécifier, de limiter nos relations ou nos relations privilégiées avec des voisins. Vous savez, on a culturellement, historiquement, politiquement, bien plus de liens avec l'Algérie qu'avec la Lettonie. Bien plus de liens avec le Sénégal qu'avec la Slovénie. Il ne s'agit pas de jugement de valeur, chaque peuple n'est ni bon ni mauvais, et chacun est comme il est, simplement les liens historiques fait qu'il n'y a aucune raison objective d'avoir une intégration plus poussée, au point d'ailleurs d'en abandonner le pouvoir de décision avec des pays tels que ceux que j'ai cités, plutôt qu'avec d'autres. Donc, la ligne du journal que vous citiez, donc de Bastille République Nation, c'est de dire, eh bien, il faut des coopérations multiformes, de toutes dimensions, tous azimuts, aurait-on dit, hein, et sur la base de la souveraineté, de la liberté, de l'égalité de chaque pays, et pas limitées à l'Europe. Bien sûr, l'Europe, les pays européens sont tout à fait honorables et on a beaucoup de choses à faire avec eux, mais il n'y a aucune raison de se limiter à ça. Sinon, c'est une sorte de club qui est comme tout club, hein, il y a ceux qui sont dedans, il y a ceux qui sont dehors, alors c'est un drame pour les peuples qui sont dedans, et puis quant aux peuples qui sont dehors, on leur fait miroiter des perspectives, et ils déchantent très rapidement, on l'a vu évidemment avec l'élargissement, ce qu'ils ont appelé l'élargissement, et quand 10 nouveaux pays ont été intégrés à l'Union européenne. Donc voilà, ce dernier aspect d'effacement de la démocratie, c'est l'un des éléments du triptyque éditorial qui forme la ligne du mensuel Bastille République Nation. Donc pourquoi Bastille République Nation? Bastille pour le progrès social, c'est-à-dire montrer à quel point l'Union européenne ne peut qu'être contraire à cet objectif de progrès social. République pour la souveraineté populaire, pour la démocratie, et nation, au-delà du côté symbolique, pour donc l'indépendance nationale, pas seulement la nôtre, mais celle de chaque peuple. Et c'est pour ça que le mot est au pluriel. Absolument. Alors, je suis un petit peu ennuyé pour vous répondre, parce que nous, en tant que journal, si vous voulez, on est d'abord un mensuel indépendant de toute force politique, syndicale, de tout groupe, et a fortiori de toute puissance financière. Alors, évidemment, ça impose ça amène des problèmes financiers. Cette indépendance a un prix, évidemment, et notre journal ne dispose pas des moyens de Paris Match ou de je ne sais quel groupe de presse
chez Lagardère ou autre, donc de marchands de canons, de marchands de béton. Donc nous sommes indépendants et nous ne visons pas un public étroit, limité à telle ou telle sensibilité politique. Nous, on s'adresse à tous les citoyens et aussi toutes les associations, tous les syndicats, tous les groupes qui, pour des raisons qui leur sont propres, sont attachés au progrès social, à la souveraineté, à l'indépendance, avec la cohérence entre ces trois domaines. Donc, nous sommes d'abord un journal, et je me permets d'y insister, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un groupe politique. Chacun sa fonction, c'est pas péjoratif, chacun son travail, si je puis dire. Il n'y en a pas un bon, un mauvais, simplement, en tant que journal, on n'est pas un groupe politique qui, en quelque sorte, nouerait je ne sais quelle alliance ou décernerait des brevets de bon ou de mauvais à tel ou tel groupe. Nous analysons les prises de position des uns et des autres. Je voudrais y insister, le mensuel Bastille République Nation est né en 2000, en décembre 2000. Pour la petite histoire, c'était au moment du sommet européen de Nice et sa première diffusion a été dans la manifestation qui précédait le sommet, 6-7 décembre. Depuis, alors tout ça s'est fait par le bouche à oreille, c'est fait par le téléphone arabe. Nous avons petit à petit gagné des centaines puis des milliers de lecteurs. Nous avons un petit peu plus de 10 000 lecteurs aujourd'hui environ. Nous sommes diffusés exclusivement par abonnement. Et donc, on tient par-dessous tout à notre indépendance et on ne souhaite pas, viser tel ou tel cercle étroit. Et notre devoir, notre responsabilité, qui devrait être celle de tout journal digne de ce nom d'ailleurs, c'est d'abord et avant tout d'informer les lecteurs. J'insiste sur ce mot, l'information. Nous, notre matière première, c'est l'actualité. Nous avons une ligne éditoriale, j'en ai parlé. Évidemment, nous produisons des analyses, des commentaires, des interviews, des éclairages à travers cette ligne éditoriale. Mais notre propos n'est pas du tout de dire la messe tous les mois en essayant de faire en sorte que la réalité se plie à notre ligne. Nous donnons d'abord et avant tout des informations. Et il arrive même qu'elles n'apparaissent pas forcément exactement conformes à ce qu'on attendait, etc. Mais nous souhaitons d'abord informer nos lecteurs. Alors des fois c'est un peu rébarbatif parce que faire un compte-rendu de tel Conseil européen n'est pas forcément ce qui est le plus amusant à lire, mais beaucoup de nos lecteurs, et c'est sans doute le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, nous disent tout ce que vous dites, eh bien on le trouve nulle part ailleurs. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que, vous soulignez, ça fait plaisir. On aimerait qu'il y ait plus de journaux qui aient cette démarche, mais en l'occurrence, contrairement à ce que souhaite la Commission de Bruxelles, sur ce domaine d'une analyse radicalement critique de l'Union européenne à partir des informations, à partir de l'actualité, nous n'avons pas de concurrence dans le domaine des journaux. On aimerait que d'autres le fassent comme nous, je sais pas, on revendique aucun monopole, mais de fait, donc nous avons une petite équipe de journalistes qui sont des professionnels, une petite équipe, on n'a pas encore une fois des moyens considérables, mais sur notre domaine qui est celui de l'Europe, des institutions, mais aussi de tous les pays européens, et qui ne se limitent pas à l'Union européenne, bien sûr, on a depuis 10 ans, je crois, construit une certaine expertise et il faut savoir que même quelques-uns de nos adversaires, y compris à Bruxelles, jettent un œil sur notre journal malgré tout pour prendre un petit peu le pouls. Mais peu importe, nous, ce qui nous intéresse, c'est encore une fois d'apporter des informations qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est j'ose pas dire ce culte, il ne faut pas employer des mots qui ne conviennent pas, mais enfin, pour nous, ce qui est le plus important, c'est de donner de l'information. Et de donner de l'information. Alors évidemment, c'est pas forcément un journal dans lequel on rigole à chaque ligne, mais pour tous les citoyens qui s'intéressent à l'avenir de leur pays, à l'avenir du monde, à l'avenir des relations internationales, bien, je crois que c'est utile d'avoir ces informations et puis aussi donc ces analyses et ces commentaires qui éclairent cette actualité et dans lequel, on est souvent le nez sur le guidon. On saute d'événement en événement et on ne mesure pas toujours le chemin parcouru, dramatique, bien souvent, nous savons depuis quelques années. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons en septembre dernier publié une édition spéciale de 20 pages qui retraçait, qui mettait en perspective à la fois la crise de l'euro depuis son déclenchement, encore qu'elle était évidemment, la crise ne date pas d'il y a 4 ans, mais en tout cas sa phase aiguë, et puis qui montre la fuite en avant fédérale dont on parlait tout à l'heure. Donc
je crois que c'est sur cette base que notre journal se développe, avec les moyens qui sont les siens, et je me permets une petite page de publicité, ou en tout cas d'information pour ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés par notre journal. Donc, sur le site www.brn, BRN comme Bastille, République Nation, donc brn-presse.fr, eh bien on peut avoir le minimum d'informations. On peut aussi nous écrire aux 8 rue du Faubourg Poissonnière, dans le 10e à Paris. Pour poursuivre dans votre actualité, c'est le livre que vous venez de sortir qui s'appelle L'insurrection. Alors je vais le montrer à la caméra. Donc le fabuleux destin de l'Europe à l'aube de l'an de grâce 2022. C'est édité chez Le Temps des Cerises. Donc c'est un roman d'anticipation où toutes les dynamiques, les processus qui sont actuellement en place, en train de se mettre en place, qu'on a évoqué pendant l'entretien, là ils sont poussés à l'extrême et à l'absurde. On est dans une société sous l'Europe fédérale, totalement privatisée, il n'y a plus de justice publique. Est-ce que vous pensez que d'ici 2022, on risque d'avoir atteint un tel niveau, ou vous pensez qu'il est possible qu'il y ait un changement positif avant, et je pense notamment à un mouvement révolutionnaire? Vous avez rappelé que le titre du livre est L'insurrection, donc peut-être le lecteur y verra une indication. Peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler que si j'ai écrit ce livre, c'est évidemment dans un esprit qui n'est pas fondamentalement différent de celui du journal, mais il y a une grande différence, c'est qu'on est sur un objet, le journal, je l'ai dit, n'est pas toujours drôle à lire tous les jours, et force est de constater que eh bien, beaucoup de lecteurs peuvent être, ou de citoyens peuvent être un petit peu décontenancés par des informations pas forcément facilement digérables et qui ne sont pas forcément très réjouissantes, évidemment. Ce sont des sujets difficiles, parfois ardus, et donc il m'est venu l'idée d'essayer de les aborder avec un tout autre angle que celui de l'information. C'était, comme vous l'avez rappelé, l'angle de l'ironie, du second degré, du pamphlet. Donc c'est en effet un pamphlet d'anticipation qui tente de faire rire, alors de faire rire jaune bien entendu, avec des événements ou des développements qui sont pas drôles du tout, qui sont même effrayants, potentiellement effrayants, mais dans l'histoire de la littérature, si j'ose dire, une manière de dénoncer et de faire réfléchir, c'est le pamphlet, et c'est la caricature, c'est l'ironie, c'est le second degré. Donc c'est un peu l'esprit de ce livre, et qui ne concerne d'ailleurs pas que l'intégration européenne, qui concerne l'évolution de notre pays, l'évolution du social, de l'économique, qui concerne les relations internationales, et qui en effet pousse jusqu'à l'absurde les tendances actuelles, c'est-à-dire de privatisation, d'effacement des acquis sociaux, mais jusqu'à évidemment un point où on peine à l'imaginer. Et la Grèce en est à son 17e plan d'austérité. Voilà, et puis il y a même des choses encore plus invraisemblables que celle-là. Encore qu'évidemment, ceux qui auront la curiosité de découvrir le livre devraient le faire sans trop attendre, parce que parfois on se dit que la réalité va plus vite que la fiction. Et donc, avant que le livre ne soit rattrapé par la réalité, il vaut mieux le découvrir. Alors pour répondre à votre question, moi vous savez, je suis journaliste, je suis pas prévisionniste. D'ailleurs, ceux qui s'appellent des prévisionnistes en général se distinguent par le fait que rien n'arrive jamais de ce qui est prévu. Et donc de ce point de vue-là, l'histoire est riche. Il arrive toujours ce qui n'avait jamais été prévu. Donc ce qui est important pour moi, c'est moins de dire voilà ce qui va se passer, que de faire réfléchir sur les développements actuels, sur là où ils peuvent nous mener. Et évidemment, si des lecteurs si ça peut contribuer à faire réfléchir des lecteurs sur la nécessité de se mobiliser contre ces tendances-là, eh bien, je m'en réjouirai. Le livre, encore une fois, est un livre, moi, pourquoi pas le lire, j'ai pris plaisir à l'écrire, je me suis beaucoup amusé à l'écrire. Enfin, amusé avec évidemment beaucoup de guillemets, puisque nous sommes dans des choses dramatiques, mais on est dans l'humour noir, hein, comme... Oui, il y a beaucoup de clins d'œil à des situations qu'on a vécues actuellement et qui sont repassées, exagérées dans le temps. Et j'ai beaucoup aimé notamment le passage où c'est les gens qui habitent dans un immeuble, et ça rejoint d'ailleurs ce que François Asselineau expliquait au niveau de l'Union européenne. Ça explique assez bien l'Union européenne,
Donc tous les colocataires de l'immeuble, au bout d'un moment, on s'est ingéré dans leurs affaires. Donc je vais lire un petit passage. On leur a demandé d'enlever donc les portes de chez eux. Donc on leur a dit, mais là tout a changé, vous êtes chez vous partout, c'est la meilleure manière de faire tomber les barrières et les incompréhensions, nous a-t-on expliqué. C'est là pour le coup qu'on n'a pas bien compris. En plus, on a reçu l'ordre d'harmoniser les papiers peints des différents logements. Un inspecteur a même voulu nous imposer le même papier toilette et les mêmes brosses à dents. Mais un autre nous a dit que non, on pouvait bien choisir nous-mêmes ces choses importantes grâce au principe de subsidiarité. Tout cela était de plus en plus étrange. Donc là, après, il continue au niveau budgétaire, c'est ça. Mais ça montre bien que ce qui reste comme pouvoir aux États actuellement, c'est à peu près du même acabit que de choisir le papier toilette et la brosse à dents. C'est des pouvoirs qui sont extrêmement réduits. Et ça montre bien, au-delà de ça, vous avez raison, à quel point est absurde l'idée selon laquelle l'ouverture généralisée, la suppression des frontières, c'est un gage de bonne entente entre les peuples. D'ailleurs, c'est vrai que finalement, à la fin, les voisins... La réalité d'ailleurs nous montre que cette intégration européenne qui dans les traités est définie comme une union toujours plus étroite est en passe, au contraire, ou en tout cas comporte le risque de jeter les peuples les uns contre les autres. Quand on voit la presse grecque, même modérée, compare Merkel à Hitler, et la presse allemande traite les Grecs de feignants, etc. Et on peut prendre d'autres exemples, ce n'est pas les seuls exemples. Donc on voit que cette construction, entre guillemets, qui était censée rapprocher les peuples, est en train de les envoyer les uns contre les autres. Et donc c'est un peu la parabole que j'utilise dans ce livre, c'est-à-dire, mais ça ne concerne pas seulement l'Union européenne, c'est effectivement des gens qui ont jusque-là vécu en entente tout à fait conviviale et harmonieuse avec leurs voisins, qui se rendaient visite, qui se rendaient... Dès l'instant où on leur interdit de fermer les portes, on leur demande d'enlever les portes, ben c'est là où commencent les problèmes. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord sur tout, les intérêts des uns et des autres ne coïncident pas forcément. Donc c'est vrai, c'est un des exemples, mais il vaut mieux que les lecteurs découvrent par eux-mêmes le livre, parce que j'ai essayé de l'écrire de manière plutôt plaisante, et ça déflore un petit peu si je veux le raconter, mais en tout cas, à chaque fois, il y a la volonté de faire réfléchir en faisant rire, mais en même temps en essayant de traiter des problèmes profonds. Donc vous avez raison de souligner que cette parabole de la tour, en quelque sorte, qui est la tour d'immeuble qui peut symboliser en effet l'Europe, peut conduire à des catastrophes. J'ajoute que pour poursuivre et conclure la métaphore, il y a évidemment des gens qui expliquent à tous les gens de cette tour-là qu'il faut aller, qu'on a intérêt à tous s'intégrer dans la tour pour mieux faire contrepoids à ceux de la tour d'en face. Voilà. Et alors même que certains avaient des bons amis et des bons copains dans la tour d'en face, y compris même des meilleures relations qu'avec leurs voisins immédiats. Et donc c'est cette manière d'opposer les gens les uns aux autres. Vous savez, il y a ce propos absurde et scandaleux qui nous explique que l'Union européenne a été fondée sur l'idée du plus jamais ça, plus jamais la guerre. Et en réalité, si on pousse la logique de l'Union européenne jusqu'au bout, que ce soit en interne ou vis-à-vis du monde extérieur, c'est une logique d'affrontement, c'est une logique de guerre. Et donc, évidemment, on est sur les questions les plus dramatiques qui soient. Alors voilà, ce livre, bien modestement, propose de faire rire le lecteur en le faisant réfléchir, et sur des questions qui sont celles qu'on a soulevées, hein, sur les questions de la privatisation à outrance, mais de tout, bien entendu, y compris des parlements. Il n'y a pas de raison. Quand on est parti sur la logique de la privatisation, on peut considérer que les parlements aujourd'hui ne sont pas très productifs. Donc si on les mettait en concurrence avec des parlements privés, peut-être qu'on pourrait... Tout est un petit peu à l'avenant, sur le social, bien entendu. Sur le jeu qui consiste à travers une sorte de téléthon retourné à désigner les fonctionnaires les moins productifs pour avoir une sorte de consensus sur le web pour qui doit être licencié en premier. Enfin, je ne veux pas déflorer le sujet, et puis y compris donc sur des choses internationales, en effet, en mettant l'accent implicitement sur le danger que représente pour les relations internationales le principe même d'ingérence qui aujourd'hui tend à être banalisé. Je ne cite pas d'exemple, hélas on les a tous en tête. Mais... Oui, justement, Jean Bricmont, qui post-faste votre livre, est un expert de la question, et nous l'avons déjà interviewé quelques fois sur le sujet. Absolument. Écoutez, Pierre Lévy, je vous remercie pour cet entretien. Donc, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du
du journal Bastille République Nation, et que vous sortez récemment aux éditions Le Temps des Cerises, L'insurrection, le fabuleux destin de l'Europe à l'aube de l'an de grâce 2022. Je vous remercie Pierre Lévy. Merci. À bientôt. À bientôt.